Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche de Pâques. Toute l'actualité près de chez vous, invités, météo, découvertes, reportages, sport, spectacle avec une semaine placée sous le signe de la création artistique avec une journée mondiale de l'art célébrée comme il se doit dans nos lieux d'exception ici en Principauté. Grand témoin ce soir, Björn Wahlström, le directeur du NMNM, le nouveau musée national de Monaco. L'art du cinéma et des rendez-vous toujours très prisés au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, nous présentera la prochaine projection de ce mardi 19h, La chute de la maison Usher. Et puis en sport, en football, nous reviendrons sur la mauvaise opération de Monaco hier soir au Stade Louis II avec un match nul et vierge, 0-0 face à Strasbourg. Et le Rocher hier soir a résonné aux échos des traditionnels coups de canon de la nuit de Pâques. Feu! 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 Pendant quelques instants, le ciel monégasque s'est illuminé suite à une salve de 42 coups de canon tirés du Fort Antoine, accompagné du retour hier du son des cloches au-dessus des églises de la Principauté pour annoncer la joie de la résurrection du Christ. Et en cette période pascale, les enfants, après avoir chassé les plantes, les œufs dans les jardins de Monaco hier, ont cet après-midi pu participer à des ateliers créatifs et ô combien ludiques au parc Princesse Antoinette. Le reportage de Théo Schumer et Alexandra Marangoni. C'est une tradition chrétienne, mais aussi locale. Pâques est un grand moment de la vie de la Principauté que la mairie de Monaco organise chaque année au parc Princesse Antoinette. Aujourd'hui, du coup, on propose aux enfants de faire un atelier créatif où ils fabriqueront leur petit panier pour récolter les œufs. Il y a une mini-ferme itinérante qui est venue avec des petits furets, des petits cochons d'Inde, des petites poules. Un atelier maquillage aussi pour que les enfants puissent être maquillés. Des jeux en bois ludiques et une structure gonflable et des mascottes. Très appréciée des enfants, la petite ferme pédagogique Poil et Plumes a fait le déplacement pour l'occasion, de quoi ravir petits et grands. Là, on a fait des ateliers nourrissage tout à l'heure avec les enfants. Je fais des ateliers également contact de façon à ce que les enfants puissent être un petit peu sensibilisés à la cause animale. À savoir que la plupart des animaux de Poil et Plumes, ce sont des animaux de sauvetage. Donc ils ont été pour la plupart soit abandonnés ou soit il y a eu des cas de maltraitance. Il y a également des rescapés d'abattoirs, des rescapés de laboratoires, etc. En fait, ils sont très habitués. Là, par exemple, Croque-Mou, il a vu du public toute sa vie, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il connaît et qui, du coup, ne l'impressionne pas du tout. Et après, c'est moi qui m'adapte en fonction et qui vais respecter. Si je vois qu'il y a un animal qui est en inconfort, je vais soustraire ce qui lui provoque de l'inconfort pour que l'animal soit bien. Ok, super. Bon, ça va, Croque-Mou, tu passes une bonne journée? Écoute, oui, ça a l'air d'aller. Hein. On mange, on se fait caresser. La vie a l'air d'être plutôt belle. Dans la salle à Fabrica, l'imagination bat son plein à l'atelier créatif. Avec une dizaine d'enfants tous très concentrés, il faut dire qu'il existe de multiples manières de confectionner son propre chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous confectionnez ici? Alors on fait des paniers de Pâques avec des jolis petits lapins, des cocottes en papier qu'on va plier. D'abord les enfants les colorient, les décorent, alors ils peuvent coller des plumes, des jolies petites fleurs plastifiées comme ça et ils font eux-mêmes leur décoration. Après ils plient tout et ça fait un joli petit panier dans lequel on met un petit peu de paille pour aller chercher les œufs. Comment tu t'appelles? Raphaël. Qu'est-ce que tu es en train de confectionner, Raphaël? Un cocotte. Alors comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu as utilisé? Avec des plumes, des feutres. Un peu plus loin dans le parc, c'est le stand maquillage qui est pris d'assaut. La file d'attente s'allonge, mais le résultat vaut bien un peu d'attente. Qu'est-ce que tu as demandé comme maquillage, Harmonie? Un lapin. Un lapin? Avec des paillettes? Et quelle couleur? Blanc et rose. On va voir le résultat après. Ça marche? 10 minutes de patience plus tard, le lapin est enfin prêt. Ça y est, ton maquillage est terminé. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. C'est bien, il te plaît? C'est comme ça que tu l'imaginais? Bref, encore une fête de Pâques très réussie, et ce n'est sûrement pas la mascotte qui dira le contraire. Les sports, le football est la mauvaise opération pour l'AS Monaco FC tenu en échec hier soir par un autre candidat à l'Europe, le Racing Club de Strasbourg. Le score 0-1
1-0, les Monégasques, jusqu'à leur 2e au classement, n'ont pas su trouver les moyens de renverser la tendance chez eux à la maison, dans un match très serré, très tendu, avec un but refusé de chaque côté, et ce pour quelques centimètres, voire quelques millimètres pour certains supporters. Et puis 2 entraîneurs qui, à la fin, ont mis du temps à se serrer la main. Ambiance, en tout cas. Au final, 2 points de perdus dans la course au podium pour les Rouges et Blancs, qui ont vu, dans la même soirée, Marseille, l'OM, leur passer à nouveau devant au classement de la Ligue 1. Elle leur ravire ainsi leur place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Les réactions ce soir de l'attaquant Magnès Akliouche et du coach Adi Hutter. En face, il y avait aussi une belle équipe. C'était un match assez physique, athlétique aussi. Le match était un petit peu fermé. Il y avait quelques situations quand même où on aurait peut-être pu marquer. On avait aussi, je pense, la possession et on a aussi un petit peu dominé le match. Mais voilà, aujourd'hui, on se contente de ce point. I think the better team tonight is Monaco. We had more clearly chances. I didn't see so many occasions from Strasbourg to score. I think we defended really well as a team. When you give them too much space, they can be really dangerous. But in the end, for me, first half, yes, in my opinion, we started really good. Then we had some problems. We were too deep, in my opinion. Our pressing was not strong enough. And then Strasbourg came a little bit better in this game, but the second half, I think, in the end it was a good shot from distance, and then was the offside, but had not so many occasions to score. Now we have to prepare us really, really good for the 2 away games in Le Havre and Saint-Étienne. It's very important for us. This is for the next 14 days to prepare us in away games, in better results, in better performance. We need it exactly in this moment, and we will prepare us the best what we can do. Cette semaine, mardi 15 avril, jour de naissance du génial Léonard de Vinci, en 1452 pour l'histoire, s'est tenue la Journée mondiale de l'art, formidable mise en lumière dans toute sa diversité d'un domaine d'exception. L'occasion d'évoquer ce soir les tendances artistiques dans le monde, comme en principauté, avec le directeur du nouveau Musée national de Monaco, Björn Dahlström, entretien réalisé par Théo Schubert. Nous accueillons ce soir le directeur du nouveau Musée national de Monaco, Björn Dahlström. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cet échange pour parler de ce sujet qui plaît toujours autant qu'il fascine. En philosophie, on dit que l'art désigne la maîtrise d'un savoir-faire qui cherche à être beau et donc à plaire à tous. Vous êtes d'accord avec cette définition ? En partie, oui. Plaire à tous, je ne sais pas, mais en tout cas proposer une vision alternative du monde et des événements, d'une géographie. C'est peut-être une définition qui est antérieure, je dirais, au XXe siècle, à la grande révolution de l'art, notamment grâce à Marcel Duchamp, à une autre conception, acception de l'esthétique moderne et contemporaine. Mais en tout cas, elle interroge, l'art interroge. C'est à travers, évidemment, un langage plastique. Et c'est pour ça que cette journée internationale de l'art, qui est une initiative de l'UNESCO, met l'accent sur l'importance de comment on peut vivre avec l'art et comment il peut nous permettre d'envisager le monde différemment. Pour être encore plus concrètement, quel est l'objectif d'une journée mondiale de l'art? Qu'est-ce qu'on essaie de faire passer comme message? Ce sont comme toutes ces journées qui mettent l'accent sur tel ou tel aspect de nos vies, de nos sociétés. Nous avons des équipements, notamment à Monaco, le Musée national de Monaco, des équipements culturels. Et peut-être que pour ceux qui ne sont pas des visiteurs réguliers du musée, cette journée les sensibilise à l'importance, à un moment donné peut-être, de se poser la question de l'importance de l'art dans nos vies au quotidien. Alors pour en revenir un petit peu à la définition initiale que je vous proposais, comment faire l'unanimité en art? Il y a des œuvres qui plaisent quasiment à tout le monde. La Joconde par exemple, mais pas toutes. Est-ce que vous diriez qu'il existe aujourd'hui des critères pour faire l'unanimité en art? L'unanimité en art, je crois que c'est un vœu pieux, ça n'existe pas et je ne pense pas que ça devrait nécessairement... Moi, je me méfie de l'unanimité de manière générale. Je pense que justement, l'intérêt d'un musée, c'est de proposer une diversité de points de vue. Il y a autant d'art que d'artistes, avec des points de vue tout à fait différents. Et ce qu'on essaie de faire, nous, ici au Musée national, c'est à travers une programmation dense, dynamique, de 3 à 4 expos par an sur les 2 sites que sont la Villa Sauber et la Villa Paloma, de proposer une variété, justement, d'artistes et de visions du monde qui peuvent créer l'adhésion, et évidemment c'est ce qu'on souhaite. Je n'irai pas jusqu'à parler d'unanimité et je ne sais pas si elle est souhaitable véritablement.
Dans la continuité de notre discussion, le NMNM proposera cet été une nouvelle exposition. Il s'agira des années folles de Coco Chanel. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire quelques mots ? Oui, alors voilà une personnalité intéressante et on a choisi cet été avec le commissariat de Célia Bernasconi qui travaille au musée, qui est en charge, qui est conservatrice des collections, de mettre à l'honneur cette figure de Coco Chanel qui a justement mis à l'honneur la diversité à travers ses amitiés qu'elle a eues, nombreuses, notamment avec Jean Cocteau, avec Pablo Picasso. La diversité aussi au service des arts performatifs puisqu'elle a contribué notamment au Train Bleu, qui est ce ballet dont Picasso a dessiné les costumes et que nous montrerons dans le cadre de cette exposition. Coco Chanel a vécu sur la Côte d'Azur dans les années 20 et 30. Elle avait une villa à Roquebrune-Cap-Martin et il nous a semblé intéressant, compte tenu de la nature de nos collections, qui sont très liées aux arts de la scène, et notamment au ballet russe, au ballet de Monte-Carlo, de mettre à l'honneur cette figure qui était une mécène, mais qui a aussi produit dans le cadre de ces ballets. Et donc cette exposition convoquera à la fois des modèles des années 20, des années folles, donc de Coco Chanel, mais aussi des artistes à l'instar de Cocteau, de Picasso, des œuvres de Marie Laurencin, de Natalia Goncharova et beaucoup d'autres encore, et de montrer l'effervescence qui régnait dans les années 20 dans cette région, et comment aussi cette vie sur la Riviera, à la faveur d'une vie au bord de la mer, a modifié le mode vestimentaire de l'époque, et notamment comment Coco Chanel a été la promotrice, si vous voulez, de ce nouveau mode de vie. Donc c'est le sujet de l'exposition, et ça se tiendra donc à la Villa Paloma. L'exposition ouvre au public le 19 juin, et puis le 6 juillet, on ouvre une exposition à la Villa Saubert, qui est aussi très en lien avec la région. Elle s'appelle Cactus. C'est une exposition qui a été initiée par le musée Yves Saint-Laurent à Marrakech l'année dernière et qui est un dialogue entre botanique et art moderne et contemporain, et comment ce sujet du cactus et des succulentes a fasciné à la fois les chercheurs, les botanistes, mais aussi beaucoup d'artistes tout au long du XXe siècle et du XXIe siècle. Et donc c'est ce motif de cactus qu'on mettra à l'honneur légitimement dans une région où finalement cette plante s'est acclimatée depuis maintenant de nombreuses années, de plusieurs décennies, voire siècles, sur la Côte d'Azur. Alors avant ces dates-là, un petit mot quand même des autres œuvres à ne pas manquer d'ici là au NMNM. Alors en ce moment, on a une exposition qui se termine bientôt, à la fin du mois d'avril, une exposition Francisco Tropa Paesing qui se tient à la Villa Paloma, et puis l'exposition Agora à la place du musée à la Villa Saubert, avec beaucoup de rencontres que vous pouvez retrouver sur notre site internet, différentes conférences qui interrogent aussi le rôle du musée et de l'art donc dans nos sociétés contemporaines. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Björn Dahlström, directeur du NMNM, d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour évoquer le sens de l'art à l'occasion de sa journée mondiale ce mardi 15 avril et les dates à ne pas manquer au NMNM. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. Une toute nouvelle publication du musée d'anthropologie préhistorique sera mise en vente dans les jours à venir. Ce hors-série a été réalisé en collaboration avec l'Association pour la sauvegarde du patrimoine maritime de Villefranche-sur-Mer. Il s'agit d'un voyage à travers les siècles autour du thème de la galère et des galériens. L'ouvrage est richement illustré et comprend au total pas moins de 19 articles. Patricia Navarro a rencontré le président de l'association villefranchoise, Jean Mascle. On ne couvre pas tout le spectre de ce que représentent les galères, qui sont vraiment un type de navire très très particulier, mais on en couvre beaucoup d'aspects. Les galères en tant que d'où elles viennent, les galères de l'Antiquité, les galères où les bateaux à rames, on appelle galères, c'est en Méditerranée, ailleurs on ne les appelait pas forcément des galères. Et les bateaux à rames du Pacifique, si vous imaginez les grandes pirogues du Pacifique central, c'était des bateaux qui naviguaient que très peu à la voile, mais beaucoup à la pagaie, à la rame. Les galères donc de l'Antiquité que je mentionnais, grecques, égyptiennes, perses, enfin tous ces bateaux qui sillonnaient la Méditerranée orientale surtout, puis les galères romaines que les Romains ont essentiellement tirées, si je peux dire, extraits du monde grec, parce que les Romains n'étaient pas du tout un monde de marins, a priori, et les galères sont intervenues dans des batailles formidables, par exemple la bataille de Lépante,
la bataille de Lépante à la fin du XVIe siècle, au large de la Grèce, en mer Ionienne. C'est la bataille qui a stoppé l'avancée des flottes ottomanes qui envahissaient doucement la Méditerranée occidentale. Jean Mascle, le président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine maritime de Villefranche-sur-Mer. Ce hors-série sera bientôt disponible au musée d'anthropologie, notamment bien sûr. On ouvre notre cahier du cinéma avec le nouveau rendez-vous fixé mardi soir au Théâtre des Variétés par Vincent Vatrican, c'est à 19h, avec La chute de la maison Usher, film fantastique de l'américain Roger Corman de 1960, inspiré d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Tout l'art du cinéma avec Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. 1928, c'est la date de la sortie du film français La chute de la maison Usher, d'après une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Racontez-nous, qu'est-ce que ce film, La chute de la maison Usher? C'est un film français important dans l'histoire du cinéma. Ah oui, à ce point. Ah oui, vraiment. Réalisé par un cinéaste qui s'appelle Jean Epstein, qui a beaucoup écrit sur le cinéma avant lui-même de réaliser, donc des textes même théoriques qui ont été republiés dernièrement. Et c'est un cinéaste français dont on peut dire qu'il appartient à une certaine forme d'avant-garde. Cette avant-garde cherchant à montrer que le cinéma est un art en soi et n'a pas besoin des autres arts pour s'affirmer. Et c'est un film très intéressant parce que Edgar Allan Poe a inspiré l'écrivain qui a écrit la nouvelle de ce film, qui est un maître de la littérature fantastique américain. Il a inspiré énormément d'écrivains de la littérature fantastique. Et ce film aussi, j'imagine, a inspiré aussi, après d'autres films, peut-être d'épouvante. Oui, puisque Poe est largement adapté complètement. Et par des grands cinéastes du fantastique, puisqu'on peut évidemment classer ce film dans le cinéma fantastique. Donc les amateurs ne seront pas déçus, mais Poe, évidemment, c'est Roger Corman, c'est voilà, une infinité de cinéastes, donc la dimension fantastique est parfaitement assumée ici. C'est, je trouve, un film très magique parce qu'en même temps, la dimension, ce qui est une des marques du cinéma de Epstein et aussi de l'avant-garde, français, c'était à la fois d'adapter souvent des œuvres majeures de la littérature et en même temps que ce soit un laboratoire de composition plastique. Et effectivement, il y a les deux. Et la puissance plastique de ce film est assez incroyable, à telle enseigne qu'il y a même des effets dont on ne comprend pas forcément bien comment il est arrivé à les produire. Donc c'est là aussi ce qui fait encore aujourd'hui de ce film une référence. C'est tout public ? C'est absolument tout public. J'invite vraiment tout le monde à venir voir ce film, qui en plus, pour en faire l'article jusqu'au bout, la copie, c'est une copie restaurée par la Cinémathèque française, que Joël Der, le directeur du patrimoine de la Cinémathèque, viendra présenter. C'est le spécialiste de Jean Epstein. Donc il viendra présenter ce film qui sera en plus accompagné en direct au piano par Christian Leroy. Donc rien que pour ça, il y a de la magie sur de la magie de l'improvisation piano sur ces images. Et puis juste avant, pour ouvrir la séance,
un portrait de Jean Epstein par 2 courts-métrages extraits de sa longue filmographie qui a démarré dans le muet, mais qui après s'est déroulé aussi pendant le parlant. Alors un film muet accompagné au piano. Allons voir vraiment La chute de la maison aux chairs. Merci Vincent. Merci Fabien. Hier soir s'est déroulé à l'Opéra Garnier l'avant-première du film Nawacia, les secrets de l'Amazonie, de la réalisatrice brésilienne Isabel Vieira. Premier film documentaire thérapeutique pour rappeler l'importance de préserver la planète en s'appuyant sur les 5 sens du poumon de la Terre, l'Amazonie. C'est une tradition au mois d'avril. Les jardiniers de la Principauté ont débuté la plantation entre 2 averses d'une 30aine de massifs au cœur des jardins de l'UNESCO. Moment idéal pour bêcher, griffer, soigner, cajoler les fleurs de saison. Voici le reportage de Gaëtan Lebrun avec Hugo Comassa. En provenance de la pépinière d'Aise, près de 4000 plantes vont être plantées aux alentours de Fontvieille. Pétunia, gazania ou encore sauge flamboyante composent les massifs, un mélange de fleurs d'été et de fleurs d'automne qui demande une attention particulière tout au long de l'année. Après la plantation, il faut qu'on va les arroser 2 fois par semaine. Ensuite, on va effectuer un défleurissement en fait. Donc on va enlever tout ce qui est les fleurs fanées. On va aussi s'occuper de tout ce qui est les mauvaises herbes. Donc on va griffer un petit peu entre les plantes. Voilà. Ça va permettre une meilleure pénétration au niveau de l'eau. Et voilà, et en même temps ça aère le sol des racines. Et au mois de janvier, on va refaire un comblage en fait, parce qu'entre-temps, en fait, pour que les plantes restent jusqu'au mois d'avril, on va être obligé de les changer. Parce qu'il va y avoir des maladies, elles vont s'abîmer. Cette année, la plantation des massifs donnera lieu à un concours pour les habitants de la Principauté, qui devront eux-mêmes composer un massif de 10 mètres carrés dans différents jardins de la ville. Alors c'est un concours qui c'est la première fois qu'il a été mis en place, ça va commencer le 26 avril. Nous jardiniers on va aider les personnes, en fait tout le monde peut s'inscrire. Donc on va leur fournir une liste de plantes et à eux-mêmes ils vont créer leur propre massif. Ensuite tout au long de l'année en fait on va les aider à l'entretenir. On va aussi leur donner des petites, pour pas qu'ils fassent d'erreurs au niveau des strates hautes, des strates basses, moyennes, de bien mélanger les plantes. Puis à eux, c'est eux qui seront après libres voilà, de faire leur création. La direction de l'aménagement urbain organisera aussi les 13 et 14 juin prochains son traditionnel Happy Day, une journée consacrée aux abeilles avec différents ateliers sur la pollinisation et la récolte du miel. Et juste avant de découvrir la météo de ces prochaines heures, prenez le temps demain, comme tous les lundis, de découvrir un nouvel épisode du podcast de Monaco Info avec les confidences gourmandes et étoilées du chef Pierre Gagnère au micro de Geneviève Berthy. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Après un dimanche couvert et pluvieux, les éclaircies sont de retour ce lundi. Bon, ce sera pas le grand soleil non plus, on y va doucement, mais c'est déjà ça. Le matin, le ciel sera un peu voilé, mais pas couvert, et l'après-midi, en revanche, devrait laisser place à quelques rayons de soleil. Pour ce qui est des températures, une petite chute le matin, avec 11 petits degrés seulement, mais jusqu'à 17 degrés attendus l'après-midi. Allez, demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Anselmes, bon début de semaine avec nous, et surtout, bon lundi de Pâques. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.